de cette sortie. Paris et Berlin qui appellent donc l'Afrique à condamner Moscou. Quelle lecture pouvons-nous faire? Cette déclaration a été faite le 13 janvier dernier lors de la visite justement des deux diplomates de la France et de l'Allemagne qui se sont rendus du côté de l'Éthiopie pour le cas politique éthiopien. Mais ces dernières ont profité pour rencontrer le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, à qui elles ont demandé le soutien du continent africain suite justement à ce conflit russo-ukrainien. C'est vrai que l'Europe qualifie ce conflit d'agression de la Russie et en contrepartie, on va le dire ainsi, durant la conversation, elles ont tenu à revenir sur le soutien que la France et l'Allemagne pourraient donc apporter au continent africain au niveau bien sûr de l'obtention de 2 sièges non permanents du côté du Conseil des Nations Unies. Oui. Quelle lecture peut-on en faire? Mais avant de revenir sur ce plateau, nous allons le retrouver un reportage réalisé par la rédaction centrale de Forum Média Africa. Les chefs de la diplomatie française et allemande ont appelé le 13 janvier 2023 les pays africains à condamner l'agression russe en Ukraine tout en insistant sur la volonté de l'Union européenne d'intensifier ses relations avec l'Union africaine. Catherine Colonna de la France a laissé entendre qu'il est important à propos de la guerre en Ukraine de se souvenir qu'il y a un agresseur et un agressé et il est important que tous disent à l'agresseur qu'il doit cesser son agression. La ministre française Catherine Colonna a insisté sur le fait que la France et l'Allemagne ont des intérêts communs et des attentes à l'égard de leurs amis africains. Des déclarations faites à l'issue d'un point de presse au siège de l'Union africaine. Même message délivré par son homologue allemande Annalena Baerbock. Selon la diplomate, la paix en Europe est attaquée et donc l'Europe a besoin de l'Afrique pour défendre la paix. Les deux ministres arrivés le 12 janvier dernier en Éthiopie pour une visite de 2 jours s'exprimaient aux côtés de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Plusieurs États africains s'étaient abstenus en mars 2022 lors d'un vote de l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. À en croire les dires des deux acolytes, on voit l'effet de cette guerre russe brutale partout dans le monde et particulièrement dans la Corne de l'Afrique où la Russie utilise les céréales comme une arme de guerre en entravant les livraisons ukrainiennes. Les envoyés spéciaux disent par ailleurs vouloir intensifier la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine. Madame Baerbock a rappelé le soutien de l'Allemagne à une réforme du Conseil de sécurité permanent de l'ONU qui permettra au continent africain d'y avoir 2 sièges permanents. Catherine Colonna, de son côté, a également prôné une meilleure intégration du continent africain à la gouvernance mondiale avec une meilleure représentation de celui-ci au Conseil de sécurité et une place de l'Union africaine au sein du G20, qualifiant d'injustice qui doit être réparée. Voilà, merci pour ce reportage, ce petit compte rendu de Nguéné qui nous relate les faits et ce qui va nous permettre justement de faire du moins ce dernier tour de table sur la thématique. Peut-être on va commencer par Monsieur de Bongo. Oui, on commence avec vous, Monsieur de Bongo, en rappelant que voilà, on aura juste un tour de table pour cette thématique. Alors, Sylvain de Bongo, vous avez certainement eu vent de cette autre actualité. La France et l'Allemagne, donc, qui appellent l'Afrique à la rescousse au moment où justement, parlant justement de la France, est en perte de vitesse sur le continent africain, que ce soit sur le plan économique et même politique et sécuritaire. Cette France-là aujourd'hui, qui craint la poussée ou du moins la montée en puissance de la Russie sur le continent africain, appelle ainsi l'Afrique à les soutenir du moins dans le combat contre la Russie parce que selon ces pays-là, c'est la Russie qui serait l'agresseur et l'Ukraine l'agressée. Merci madame, je suis très content d'être là encore une fois de plus, mais je vais vous rappeler quelques faits. 300 000 tonnes de produits agricoles destinés à l'Afrique gratuitement par la Russie ont été bloqués en Hollande, dans les ports de la Hollande. Oui, par l'Union européenne. Du blé destiné à l'Afrique bloqué par l'Union européenne. Et ce blé venait, en tout cas,
de la Russie. Le pétrole russe n'arrive plus en Afrique. Tout est bloqué par l'Union européenne. Et dans cette crise qu'on appelle aujourd'hui crise ou bien crise en Ukraine, il faut dire que nous avons assisté à chaque fois les injures qui ont été adressées à l'Afrique, où des journalistes, des commentateurs, des spécialistes de l'Afrique sont intervenus pour dire qu'ils ne croyaient pas voir une guerre à côté d'eux, avec des gens qui ont qui partagent la même culture qu'eux, qui conduisent les mêmes voitures qu'eux. Et lorsqu'on recule aujourd'hui dans l'histoire, on se souvient de Tiraroy au Sénégal, la récompense que nous avons reçue après avoir défendu cette France contre les nazis. Et oui, on se souvient toujours de ce que ces pays-là font en République démocratique du Congo. On se souvient de l'attaque dont on parle de suite en Centrafrique, au Mali et partout. Alors ces pays ne veulent pas, l'Occident ne veut pas changer son logiciel. L'Occident pense que l'Afrique lui appartient toujours. L'Afrique ne peut pas se libérer d'elle-même. Voici ce que l'Occident pense de nous. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui venir nous faire remuer comme si c'était un appât. C'est un appât qu'on lance à des chiens. On ne peut pas nous remuer les 2 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, un siège au G20. Je pense que c'est de la moquerie politique. L'Europe n'a plus d'idée. Et d'ailleurs, je me demande si elle avait toujours une idée. Elle baigne dans le mensonge, les Occidentaux. Et c'est ce mensonge-là qui est en train d'être décortiqué chaque jour grâce à vous, grâce à d'autres télévisions aujourd'hui. Et donc, l'Europe doit se réveiller, changer son logiciel. L'Afrique n'est pas son champ d'igname où on peut aller recruter, en tout cas récolter de l'igname quand on veut et les rejeter après. Nous sommes fatigués de l'ingratitude de l'Occident. De l'ingratitude de l'Occident. Et ici, nous n'appelons pas une nouvelle colonisation de la Russie vers l'Afrique. Non, nous disons que l'Afrique aujourd'hui est libre de faire ses propres choix. Et c'est dans ce système-là, c'est dans cette logique-là, les pays africains doivent se mettre. Alors, il faut que la France et l'Allemagne se réveillent et se rendent compte que l'Afrique leur a échappé et c'est fini pour de bon. Monsieur Sylvain Dobougou, de retour donc sur ce plateau avec, je crois, Monsieur Patient Parfendom. Quelle lecture faites-vous justement de ces déclarations de Paris et de Berlin? Et je voudrais également rappeler que nous savons que la semaine dernière, il y a Marine Le Pen qui était en Afrique. Elle est partie au Sénégal et elle a tenu pratiquement le même discours. La seule différence que le pays africain, l'un des pays africains sur les deux postes, c'est le Sénégal. Elle souhaiterait que le Sénégal fasse partie de ces 2 pays que la France et l'Allemagne soutiennent pour les sièges du côté du Conseil de sécurité de l'ONU. Bon, je pense que nous sommes en train d'assister à un bouleversement sur le plan de la géopolitique mondiale. Ce bouleversement, c'est tout simplement la naissance sous nos yeux d'un monde multipolaire. Et cet avènement est irréversible. Rien ne pourra empêcher au monde d'avoir un nouveau visage sur le plan géopolitique. Le monde unipolaire, c'est terminé. Ouais. Les élites politiques de l'oligarchie occidentale, surtout occidentale française, tentent de donner l'impression qu'ils ont encore un quelconque pouvoir. Ils n'ont pas du tout encore la capacité et la possibilité d'orienter les décisions africaines sur ces sujets qui sont extrêmement sensibles. Parce qu'il va le devenir de nos États et de nos nations pour demain. J'insiste et je le rappelle, l'Afrique est un continent, ce n'est pas un pays. Premièrement. Deuxièmement, je tiens à dire quand même que quand on analyse fondamentalement cette crise, cette opération militaire spéciale, je maintiens encore ce narratif russe, on se rend compte quoi? On se rend compte qu'en réalité, le grand perdant de cette opération-là, ça va être l'Europe. Et le premier grand perdant, ça va être l'Allemagne. Pourquoi?
Pourquoi l'Allemagne? Mais tout simplement, l'élite politique allemande s'est couchée devant les intérêts de l'élite américaine. Point final. La confrontation, en réalité, oppose deux blocs. Oui. Les États-Unis d'Amérique et la Russie. Oui. Elle a des variations multiples. Elle est économique, elle est militaire, elle est sociale, elle est civilisationnelle. Elle est tout cela. Tout à l'heure, on va vous donner une information qui passe comme ça. On n'en parle pas beaucoup. Si c'était le contraire, LCI aurait fait des choux gras dessus. C'est-à-dire, la Russie a du blé. Il décide d'envoyer du blé, souvent même comme don aux pays africains. On bloque ce blé-là. Et ce sont les mêmes qui vont revenir donc après vous raconter que vous voyez, depuis qu'on a bloqué les ports de Mariupol, et je ne sais pas de quoi, le blé ukrainien ne va pas arriver aux pays africains et la famine va s'installer là-bas. Une grosse escroquerie et un mensonge hors norme qui n'a aucun sens. Je reviens sur les fondamentaux. J'aurais pu être violent en traitant ces deux dames que j'ai vues à Addis Ababa de chouettes. Je ne le ferai pas, avec votre permission, par respect pour votre plateau. Mais c'est ce qu'elles sont. Elles sont quoi d'autre que cela? Madame Colonna et sa complice, c'est pour nous dire quoi? Elles sont arrêtées les VRP des intérêts américains qui sont menacés avec cette nouvelle réalité politique, militaire et géopolitique sur le plan mondial. L'Europe est en train de perdre complètement, n'est-ce pas, son rôle de puissance d'équilibre qu'elle avait avant. Elle a plu parce que l'élite politique européenne a décidé de se coucher devant les intérêts américains. Et ce n'est pas eux qui vont dire à l'Afrique comment se comporter dans cette affaire-là. Il ne faut pas qu'ils oublient que nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas de mémoire. On a effectivement une mémoire. Depuis l'esclavage, les temps immémoriaux de l'esclavage, 5 siècles, j'aime le dire. Quand vous me dites 4, moi je dis 5, je sais pourquoi. Un siècle de colonisation, depuis pratiquement un siècle de néocolonialisme, on sait qui nous a dominés. On sait qui nous a ramenés là. Qu'on aille encore aujourd'hui voir un pays tiers en disant vraiment prenez faire les causes pour nous parce que nous allons vous aider à avoir une place soit au Conseil de sécurité de l'ONU, soit dans le G20. Je ne sais pas ce que vaut encore le G20 aujourd'hui. Alors ça dénote de l'hypocrisie occidentale qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Mieux encore, j'ai écouté M. Hollande traitant Wagner, soi-disant Wagner, de groupe qui sera en train de reproduire le colonialisme en Afrique. Vraiment, avoir ce niveau de toupet pour une élite politique française parlant aux Africains, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et ça dénote, je pense que l'ensemble de ces individus qu'on voit là, la plupart ont été dans les Young French Leaders qui ont été formés aux États-Unis, formatés aux États-Unis pour continuer à défendre une politique qui n'a plus sa place aujourd'hui. Je crois que c'est M. Sarpono, non, c'est pas Sarpono, quelqu'un d'autre qui parlait de l'affaire du franc CFA. Il faut sortir du franc CFA. Il faut tuer le franc CFA, il faut sortir là très rapidement. Parce que c'est aussi j'allais dire, l'une des manettes pour lesquelles on appuie pour continuer à essayer de corrompre nos élites et tenter de les amener à épouser, n'est-ce pas, des positions aujourd'hui qui n'ont plus du tout aucune valeur par rapport à ce que le monde nous présente aujourd'hui comme visage. Par le franc CFA, on peut faire pression sur les États africains en essayant d'instrumentaliser leur point de vue et leur position sur des questions d'ordre international. Le monde a besoin d'un souffle nouveau. Et ce souffle nouveau-là ne peut être qu'un monde multipolaire. Ce monde multipolaire, c'est quoi? C'est la possibilité qu'on donne à des États, à des continents, à des regroupements dans le cadre africain. Et Yambe et moi, nous sommes souvent d'accord là-dessus. Nous sommes pour l'unité politique de notre continent. Pourquoi on n'est plus deux pelés et moins tendus comme ce qu'on a vu là pour venir parler à tout un continent comme l'Afrique? Ce n'est quand même pas possible. Nous sommes pour l'unité politique de notre continent parce que nous pesons lourd. Nous sommes la dernière frontière de la géopolitique mondiale. L'Afrique va être le sens de la croissance dans les années à venir. Et ils le savent. Donc ce ne sera plus des pays amoindris comme l'Allemagne, ni comme la France, de venir nous donner des instructions sur comment évoluer et comment envisager notre avenir demain. C'est complètement hors jeu. La question de Taïwan, et vous allez le voir quand j'ai insisté sur, par exemple, l'Allemagne, la question de Taïwan, ça va être la question des semi-conducteurs.
l'Europe veut rapatrier toutes les industries de fabrication de semi-conducteurs, je veux dire l'Occident, aux États-Unis. Quand les États-Unis seront capables de voir qu'ils maîtrisent autour de 80% la production des semi-conducteurs, ils vont déclencher la guerre contre la Chine, elle aussi. Donc Taïwan aussi. Mais évidemment. C'est le projet. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut de nouveau entraîner l'Afrique dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Ah, nous n'avons pas de Sénégal, j'insiste pour revenir. J'écoute encore, depuis l'affaire Omar Sy, avec son film, on revient encore sur le vocable de tirailleur sénégalais. Mes chers messieurs, soyez sérieux. Ce sont les jeunes Africains qui ont donné leur vie pour que cette France-là ne soit pas complètement dominée par les vichistes. Donc ce n'était pas une affaire d'un petit Sénégal qui a donné des troupes. C'est toute l'Afrique. Et tout a commencé ici au Cameroun, au moins pour la Seconde Guerre mondiale. Le 27 août 1940, il faut le dire, avec puissance. Arrêtez de dire tirailleurs sénégalais. C'était des Africains qui se sont sacrifiés pour que l'Europe ne soit pas dominée par la peste brune. Quand je vois aujourd'hui les élites politiques, surtout européennes, je me pose la question. En fait, qu'est-ce qu'on reprochait à Adolf Hitler? Je ne vais pas m'attaquer aux Juifs parce que semble que on ne peut pas s'attaquer aux Juifs avec la question de l'Holocauste que je valide. Je dis que c'était un crime impardonnable. Mais sur le plan moral, qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui reprochait même à Hitler? D'autant plus que c'est l'idéologie, en réalité, du nazisme qui pose aujourd'hui l'élite politique occidentale. Et ce nazisme est fondé sur un racisme primaire vis-à-vis des Africains que nous sommes. Sinon, ces deux dames-là, et vous voyez la photo, elle prend la photo à côté des sacs de blé, de farine. Donc, on vient vous sauver de la famine. Je vous dis que la France et l'Allemagne aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé en termes de puissance. C'est terminé d'autant plus que, de plus en plus, les pays africains sont en train de s'affranchir de la tutelle occidentale et française. Donc, pour moi, ce sont des VIP, comment ça pas comment l'appeler, de l'Occident et de l'élite politique otanien au niveau de notre continent pour continuer à vendre du vent. Mais dans le fond, le peuple africain, la jeunesse africaine, les consciences authentiques africaines sont pour une Afrique unie, une Afrique qui va porter sa voix sur le plan de notre planète, mais une Afrique justement qui va œuvrer pour la création d'un monde multipolaire. C'est pour cela que le peuple africain soutient la Russie dans son combat pour l'avènement de ce nouveau monde. Alors, à Madame Colonna. Pas que, Anna-Lena Baerbock également. Non, tu veux dire que l'allemand c'est terminé. L'allemand c'est terminé. Leur édite avec M. Schoff, c'est terminé. Mais les atermoiements de ces gens-là prouvent tout simplement que ce sont les derniers soubresauts de la phalène. Ils sont en décrypture. C'est aux Africains de ne plus tomber sur ce piège de ces gens qui venaient avant, comme les gens de FMI et de la Banque mondiale donnaient des instructions à nos États. C'est terminé ça. Bon, je pense qu'ils n'ont pas encore compris que l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus l'Afrique des années 50, qui a une mutation profonde et qui nous font croire que ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ça qui explique le fait qu'ils sacrifient le pauvre peuple ukrainien qui n'a pas compris, ou bien qui est même forcé. Moi, j'ai vu des images où on attrape les gens dans la rue pour les envoyer au front alors qu'ils n'ont jamais tenu une arme, des choses comme ça. Donc, le pauvre peuple ukrainien a été servi à l'Holocauste, à un projet qui n'a rien à voir, justement, avec la défense ni de l'humain, ni des intérêts des êtres humains, ni des questions de démocratie, ni des questions de souveraineté d'un État quelconque. Nous sommes là en plein dans la volonté de l'Occident de refuser de voir naître un monde multipolaire, dans un monde de justice, un monde où c'est un principe de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes va trouver toute sa place. Merci à vous, Monsieur Patient Parfendom. On va aller au pas de course. Monsieur Bertrand Tatinda, tout à l'heure, Fundedi présentait justement la problématique. D'un côté, on a ces deux pays à travers les deux diplomates, on va le dire comme ça, qui disent vouloir soutenir la candidature de l'Afrique pour 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais en même temps qui appellent justement les pays africains à soutenir l'Ukraine face à la Russie. On a l'impression qu'on fait face à un chantage, étant donné que, effectivement, depuis des années, depuis des siècles, je peux le dire comme ça, l'Afrique réclame son siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. À vrai dire, Madame Siflé, j'ai été très choqué par cette histoire. Si nous, Africains, on ne veut pas se respecter, c'est notre problème.
quand on fait des émissions comme celle-ci, on parle d'abord aux Africains. Bien sûr. Et de plus en plus, effectivement, les peuples vont être totalement décalés de ceux qui gèrent leur destin et qui les représentent. J'ai même comme l'impression que c'était une histoire de M. Moussa Faki en vue de se donner de l'influence pour ses rêves de candidature à l'élection présidentielle au Tchad. Ça m'a choqué. Ou une dame qui a été virée du ministère de la Défense parce que les militaires n'en voulaient plus. Même sur les chaînes mainstream françaises, les militaires expliquaient que elle est d'une incompétence pas possible, qu'ils n'en veulent plus. Elle ne maîtrise pas les dossiers. Qu'ils n'en veulent plus. Or, comme la France, c'est un pays de réseau, vous êtes quelqu'un parce que vous appartenez, vous êtes fille d'eux. Votre grand-père a été. La quasi-totalité d'hommes politiques français aujourd'hui sont des hommes politiques dont les papas ont appartenu au premier gouvernement de la libération de De Gaulle, droite comme de gauche. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle véritable pays de réseau. Véritable pays de réseau. J'ai été scandalisé. Depuis quand les États-Unis et l'Europe veulent le bien de l'Afrique? Je rappelle que les propositions qu'elle portait ont été ce qui a été vendu à ce sommet France-Afrique, Afrique-États-Unis. Vous y étiez, Madame Siquet. Et quand on va nous parler de sommet sur une autre chaîne, partenaire à vous, ça a été, pour nous pratiquement, on s'est déchaîné et dit plus jamais ce genre de cirque en termes de ce que les gens vont appeler sommet. En toute honnêteté, l'Afrique a besoin d'appartenir au G20. L'Afrique peut de fait être même un G15. Parce que quand vous prenez le produit intérieur brut de la CEDEAO, le produit intérieur brut de la CEDEAO peut caracoler autour de 750-800 milliards de dollars. Le produit intérieur brut de la CEAC peut caracoler pareil. Donc ça veut dire que si vous mettez des passerelles de coopération entre le grand bloc CEDEAO, je parle d'une CEDEAO panafricaniste, je parle d'une CEAC panafricaniste, vous allez chercher dans les 1800, 2000 milliards de produits intérieurs bruts. De fait, vous êtes dans le top 10. De fait, vous êtes dans le top 10. Et je ne parle pas des matières premières stratégiques que vous détenez. Je ne parle pas de la position stratégique que vous détenez. Je ne parle pas de la puissance humaine que vous êtes. Vraiment, Monsieur Parfendon, soyons polis, parce que ailleurs, nous sommes très durs. Ici, vraiment, je vous respecte, vous les dames, ces deux dames, vraiment, deux tondues et trois pelées, viennent nous expliquer qu'elles sont venues nous demander de soutenir un clown. Un clown. Il est parti du caleçon et de la guitare de la rue pour se retrouver chef d'État, porté par les services secrets américains. Quand on porte des rigolos au pouvoir, voilà où ils embarquent les pays. Il joue au piano avec ses couilles. Avec les couilles, avec ses couilles. Et voilà Madame Colonna aujourd'hui dans toute l'Europe. Non, pas Madame Colonna, elle s'appelle comment, la diplomate allemande? La Barbuck. Barbuck. Dans toute l'Europe trouve que c'est maintenant l'Allemagne le problème parce que l'Allemagne ne livre pas ses chars lourds. Tarde à livrer les. Donc l'Allemagne, vous êtes le problème vraiment. Monsieur Zelensky a les problèmes, c'est vous. C'est-à-dire, on en fait déjà de l'Allemagne le bouc émissaire. Et l'Allemagne dit que c'est en 2024. Et pour enchérir, il y a juste après cette sortie de Zelensky lors du sommet, je crois, sur Davos, par visioconférence, quelque temps après avoir tiré, enfin entre guillemets, sur l'Europe parce qu'il a dit Poutine a pris quelques secondes pour réagir, mais le monde a pris des jours pour réagir. Au lendemain de cela, on a vu les États-Unis qui sont allés puiser les ressources à Israël. On parlait de dernières ressources. Pour livrer. Pour livrer. Un véritable cirque. Eux-mêmes sont incapables de livrer leur chars à blanc. Les chars qui empêchent les États-Unis et la France de livrer ses Leclerc et les États-Unis de livrer ses chars. Premier point. Deuxième point, c'est du même niveau que venir vous vendre encore en Afrique des plans d'ajustement structurel et de l'aide publique au développement. Si les Africains peuvent recevoir encore des gens qui viennent et dire on va vous vendre des plans d'ajustement structurel et on va vous vendre, comment je vais dire, l'aide publique au développement, mais si nous ne voulons pas être sérieux, où vous pouvez vendre ça? Monsieur Yantimba, économiste, il dira ce que les plans d'ajustement structurel ont fait à nos États. La situation. Et c'est pour ça que, Monsieur Yantimba, vous avez raison. Si les panafricanistes ne veulent pas arriver au pouvoir, mais ils vont aboyer. On nous appelle les hommes. On va aboyer comme ça. On va souffrir correctement. Il faut arriver au pouvoir. Parce que si nous, on avait la commission de l'Union européenne, la commission de l'Union africaine entre les mains, qui aurait reçu Madame Colonna et son ami, comment cette femme aurait fait pour prendre un avion
avec cet agenda pour dire que je viens parler aux Africains. Je vous donne les missions de la commission. Oui. La commission doit défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États africains. Parce que la commission travaille sous le magistère et sous l'autorité de ce qu'on appelle la conférence des chefs d'État et le conseil exécutif. Le conseil exécutif est composé des ministres des Affaires étrangères et la conférence des présidents, c'est les chefs d'État. Oui. Donc, le président de la commission n'est en fait que le secrétaire de l'Union africaine. C'est un secrétaire. C'est-à-dire qu'il tape les procès-verbaux issus de ces deux instances. Oui. Comment il se permet de recevoir? J'ai même l'impression que l'Union africaine, c'est un véritable bordel. Un petit Tintin demain va venir du Fonds monétaire international, un autre zouave de la Banque mondiale et va dire que nous sommes venus vous donner les orientations stratégiques ou bien la vision future des orientations de vos économies. Mais c'est un sérieux problème. Ici, ils nous disent de retirer les subventions sur les carburants. Mais M. Macron subventionne les carburants. Ils ont même mis des prix planchers. Ils subventionnent les carburants. En Europe, on subventionne les carburants. En Allemagne, on subventionne les carburants. Mais ils viennent nous dire que non, faites lever les subventions sur les carburants pour que le prix faible. Oui. La misère s'accroît. Et ils viennent à votre secours avec les plans d'ajustement. La France vient avec les plans d'ajustement. Pour provoquer l'explosion sociale. Voilà. Et là, ils profitent pour détruire les petites acquis du panafricanisme et nous placer à la tête des États des petits pantins qui vendront encore la vie. Nous ramener, grand frère parfum d'homme, à la conférence de Berlin. Mais ça a été un problème pour moi. C'est-à-dire, je commente cette actualité vraiment par respect pour vous. Mais regardez jusqu'où la France et l'Allemagne en est. Oui. L'Allemagne aujourd'hui est un pays qui est en train de détruire ses acquis industriels. Complètement. Parce qu'il y a une fausse coalition, un monsieur qui n'a pas de personnalité, qui vient détruire à la mise en garde du patronat allemand, qui lui dit, mais monsieur, comment tu peux te passer du gaz russe? Donne une alternative. Ouais. Ces histoires qu'on parle un gaz, on le rend liquide aux États-Unis, on l'amène sur les ports, ouais. on le regazifie, mais nous n'avons pas de technologie. Ça veut dire que quand le gaz liquide américain va arriver, comment tu fais pour le rendre gaz? Il n'y a pas de terminaux, on n'a pas de technologie. Or, en matière aujourd'hui même d'exportation en termes d'armement, l'industrie lourde, l'industrie industrielle, 40% du potentiel industriel américain vient d'Allemagne. Même en Chine, ils arrivent à certains secteurs concurrencer la Chine sur son terrain. Mais voilà un monsieur avec les verts, les rêveurs, ce qu'on appelle les écologies, c'est-à-dire ils rêvent d'un monde où on mange la carotte et le chou cru. Des rêveurs, et ils veulent nous imposer même ça avec ce qu'ils appellent les COP 21 et tout. Et bien, l'Allemagne est en train de détruire totalement son Je chute. Oui. Quand on détruisait la Libye, où étaient ces deux dames pour dire que Africains, on vous aime? Parce que les Africains oublient beaucoup, hein? C'est-à-dire, Africain, tu peux détruire un pays africain. Demain, tu viens avec promesse de don d'1 milliard de dollars d'aide au développement. Il t'embrasse, il est content, il dit voilà mon ami. Et les gens sautent sur les plateaux de télévision en disant que voilà un véritable partenaire. Quand on détruisait la Libye, sous un prétexte fallacieux, les services secrets américains avaient instrumentalisé des jeunes en Benghazi au nom de la démocratie. Où étaient ces deux dames qui aiment aujourd'hui l'Afrique et disent je veux votre bien? Quand on a incendié le Sahel, regardez la situation du Sahel. Oui. Nous avons un pays, le Mali, qui crie à corps et à cri que Conseil de sécurité, je veux un débat face to face avec la France. Oui. J'ai des éléments. Ils soutiennent le djihadisme, ils enflamment le Sahel. Oui. Où sont ces deux dames pour dire que, ah bon, chers amis africains, on vous aime beaucoup, c'est vrai, bon, on va convoquer cette réunion et vous allez, et je veux plaider auprès de mon président en lui disant que, mais ce que tu fais là n'est pas bien. Comment tu vas incendier un continent ami? Donc vraiment, Madame Siké, on chute dans cette histoire. C'est une... N'oublie pas Madame Le Pen. Je ne parle pas de Madame Le Pen. C'est une véritable honte pour le continent africain d'avoir reçu ces deux dames. C'est une véritable honte. Heureusement que ce n'était qu'au niveau de la commission et je crois que Moussa Faki joue sa petite carte pour ses petites ambitions présidentielles. Merci à vous, Monsieur Bertrand Tatinda. On va sortir avec vous, bien évidemment, Docteur Yamb, sur cette thématique. Votre analyse? En fait, je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer.
j'ai à la fois le sentiment que Bersa Tchatinda et Bafendo, Malem Bongo ont tout dit. Mais en même temps, j'ai presque envie de me demander, est-ce que certains ont l'instinct du mal? Sincèrement, est-ce que certains ont l'instinct du mal? Allez, vous avez des gens qui sont arrivés ici, qui ont bouleversé toutes nos traditions alimentaires. Ils ont détruit toutes nos traditions agricoles et toutes nos capacités agricoles. Et qui viennent un beau matin nous dire, ah oui, mais on peut quand même venir vous apporter, et qui nous font du chantage alimentaire. On vient, on détruit nos traditions alimentaires, nous ne mangeons plus ce que nos ancêtres cultivaient, comment ils mangeaient. Ils détruisent nos capacités agricoles. Et après, ils nous font du chantage alimentaire. Dis-moi un peu, c'est des êtres humains. Vous avez ce genre de problème auquel nous sommes confrontés et qui nous amène à nous demander très souvent, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est exactement? Et puis ils vont à l'Union africaine. Est-ce que l'Union africaine est un État? Il me semble qu'on a parlé de la France et de l'Allemagne. Donc on aura attendu qu'ils aillent voir un État. Mais ça, on va voir l'Union africaine. Pourquoi? Ce n'est pas un État. Et l'Union africaine ne décide pas du tout pour les États africains. Mais ils y sont allés pour une raison très précise. Ce sont eux qui financent l'Union africaine. C'est pour ça qu'ils ont tué Kadhafi. Pour que les Africains ne puissent pas continuer à financer eux-mêmes l'Union africaine. Donc, ils sont allés dire à leurs valets, écoutez, débrouillez-vous à convaincre les États africains de faire ça. Puisque ce fameux Zelensky avait essayé de vouloir... vous vous en souvenez? Il voulait s'adresser à... Il avait justement appelé en soutien. Voilà. Et les pays de l'Union africaine avaient dit, bon, ça, on ne sait pas encore, mais bon. Donc là, on vient directement dire, ok, ça n'a pas marché de cette façon. Maintenant, vous, nos valets là, tous vos salaires là, c'est nous qui les payons. Allez voir les chefs d'État, les présidents de vos pays, expliquez-leur qu'il faut absolument condamner la Russie. Mais, et puis, ils viennent avec un certain nombre de choses. Évidemment, on ne va jamais en Afrique sans quelque chose dans la besace. Hier, c'était des miroirs. Aujourd'hui, ça peut être encore des miroirs, mais aux alouettes. En venant dire, on vous promet quand même 2 sièges. Et l'un des porteurs au Conseil de sécurité, en tant que même membre permanent, et l'un des porteurs de cette affaire s'appelle l'Allemagne, qui n'a pas de siège là-bas. Et qui veut le siège? Donc, c'est-à-dire que vous avez le Japon, c'était quand le Japon est allé le raconter il y a quelques mois, j'ai dit bien tenté. Tu n'as même pas de siège, tu es un pays sous occupation américaine, mais tu peux quand même défendre l'Afrique pour qu'elle ait un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et l'Allemagne, qui est aussi un pays dans la même situation, vient défendre. Alors la France. Ben, la France, on comprend très bien. La France a besoin de s'assurer que au moins une de ses anciennes colonies puisse devenir membre permanent du Conseil de sécurité, ce qui consolide son rang dans le monde. Et Mme Le Pen a été mise en mission clairement, à moins que monsieur Macron vienne nous le dire ouvertement, mais a été clairement mise en mission, en tout cas par leur réseau mondialiste, a été mise en mission au Sénégal, pour aller vendre cette idée au Sénégal. Et cela a pour quel objectif? L'Union européenne, les 2 ministres des Affaires étrangères et Mme Le Pen, après le voyage de Macron et de Biden, c'est pour déstructurer l'Afrique, diviser l'Afrique. Puisque certains États, il y en a qui aiment d'ailleurs les desserts, et ce n'est pas pour rien. On n'a pas envoyé les gens voir M. Macky Sall pour rien. C'est à cause de phrases comme celle-là. Mais j'espère qu'il va les rabrouer et qu'il va les renvoyer. Parce que quand il s'agit quelquefois de dire non, il sait dire non. On l'a vu avec les questions de l'homosexualité. On l'a vu avec, par exemple, voilà, donc, il sait dire ça. Donc, on l'a envoyé, on les a mis en mission. Ils viennent, enfin, il faut déstructurer l'Afrique. Il faut susciter, il faut appâter un certain nombre d'États. Et beaucoup parlent du Nigeria, beaucoup certains parlent de l'Afrique du Sud. Là, maintenant, la France se positionne en disant, non, il faut quand même qu'il y ait une ancienne colonie qui puisse être membre permanent, qui représenterait donc, et elle lutte donc pour ce qu'elle appelle souvent son prix carré, et je ne sais pas où il existe. Et de l'autre côté, on va essayer de prendre peut-être le Nigeria, où certains soutiennent que ce sera l'Égypte, d'autres l'Afrique du Sud. Donc, ça va créer une autre bataille à l'intérieur de l'Afrique. Et c'est la stratégie du chaos. Là, on parlait tout à l'heure du Sahel. C'est cette stratégie du chaos.
on a parlé un peu de la Centrafrique, du Centrafrique au début, mais c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on divise, on maintient une stratégie permanente de chaos qui permet justement que l'Afrique, on bloque le développement de l'Afrique. Mais quand vous parliez du PIB, le Nigeria, lui tout seul aujourd'hui, c'est 1200 milliards de dollars. 1200 milliards de dollars de PIB. Donc, en fait, quand on prend toute la CEDEAO et on y met l'Afrique centrale, la CEAC qui est autour de 800, nous sommes largement, en fait, nous sommes beaucoup plus... Mais ça masque quelque chose d'important en réalité. Mais sur quoi je vais revenir tout à l'heure. Je voudrais finir avec l'ONU. Nous ne cessons de dire, l'ONU, désolé, ce n'est pas la bonne réforme, ce n'est pas de créer d'autres postes de membres permanents au Conseil de sécurité. L'ONU, c'est de transformer le Conseil de sécurité en un conseil des continents. Puisque les gens ne veulent pas s'entendre, eh bien on va les obliger à s'entendre. Et l'Afrique doit refuser absolument de tomber dans ce piège. J'espère que nos chefs d'État nous écoutent. Il faut que ce soit le conseil des continents, ce qui fait que si les États-Unis veulent rester membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis ont intérêt à s'entendre avec toute l'Amérique. Que un pays africain veut représenter le continent, il doit s'entendre avec tous les autres continents, etc. Donc, vous avez cette réforme qui est plus intéressante et qu'ils ne veulent pas. Je le sais aujourd'hui parce qu'ils ont piqué une de nos vidéos où justement je présentais cette réforme et ils l'ont analysée quelque part et malheureusement ça a fuité, on a retrouvé ça sur YouTube. Ça veut dire qu'ils écoutent ce que les Africains disent, mais ils cherchent plutôt qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que les Africains n'écoutent pas. Je finis avec une petite chose qui est le G20, qui nous accorde une petite minute, qui est le G20. Est-ce que le G20 est une lieu de décision en politique internationale aujourd'hui? C'est même mort. Et puis, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En fait, les Occidentaux ne comprennent pas. Quand Tchachida dit qu'ils veulent nous ramener à 1884, il a absolument raison. C'est parce qu'eux, ils vivent en 1884 et ils ne comprennent pas où va le monde. Aujourd'hui, l'Afrique va dire les matières premières, nous, c'est 33% de tout ce qui est exporté dans le monde. De la population. Nous avons aujourd'hui une population, fin 2022, on est autour de 1,7 milliard 100 millions d'habitants. Nous avons donc le marché intérieur le plus important si nous décidons de constituer un État. Voilà. Le deuxième sera celui de la Chine. Et puis l'autre chose, compte tenu de tout ça, il faut savoir qu'au cours des 20 dernières années, notre continent est le seul continent qui a connu une croissance positive au cours des 20 de manière continue sur 20 ans. Tous les autres continents, c'est un effet yo-yo. Nous savons tout cela. Donc, pourquoi est-ce que nous allons au G20 alors que c'est le G20 qui va être obligé, qu'il le veuille ou pas, de venir à nous? Merci à vous, Dr Yam. Bon, ça fera certainement l'objet de notre débat sur ce plateau. Toutes nos excuses à Lamine Diop qui est au standard depuis plusieurs minutes, mais on n'a plus le temps de prendre, on espère en tout cas qu'il nous pardonnera et on le prendra la prochaine fois. C'est l'heure du journal d'ailleurs. C'est l'heure du journal que nous avons grignoté un tout petit peu, en rappelant également qu'outre l'Europe, il y a Janet Yellen, la secrétaire du Trésor américain, qui sont aussi rendus au Sénégal la semaine qui s'est écoulée. Tout à fait. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette autre édition de l'International sur For You Media Africa. Merci à tous nos invités, merci à l'équipe technique, merci à Fundedi. On vous dit au revoir, à très bientôt.